Alors, je vais vous parler des questions de financement et des transformations historiques autour de trois choses que j'ai récemment. Récemment, je me suis posé cette question, comment réfléchir en fait sur cette idée de l'administration, de la gouvernance. Vous verrez, j'ai pas offert ma définition comme Louis Demers a parlé très bien de ceci, de cette complexité de la définition et de quoi on parle. Donc, je vais parler globalement de l'organisation et de comment, sur la longue période, a été influencée l'organisation des universités sur le long terme. Ça a l'air très ambitieux comme ça, et je vais rester... Désolé, on entend pas. Vous n'entendez pas le... D'accord. D'accord. Donc ce que je me propose de faire, c'est de contextualiser ces questions actuelles sur les missions, les financements et la gouvernance des systèmes d'enseignement supérieur et des institutions. Je vais employer une approche un peu historique, comme je l'ai dit, très ambitieuse, parce que je propose le très long terme. Jusqu'à maintenant, je travaillais sur ce qu'on peut appeler le long terme des années 1920 à nos jours, et j'ai essayé de comprendre un peu quelles étaient les interactions entre les politiques d'expansion des systèmes éducatifs et les politiques de financement, et voir s'il y avait d'éventuelles connexions et des tensions entre ça. Ce que je propose ici, mais vraiment juste pour avoir engagé un dialogue ensemble, c'est de parler du très long terme autour de trois j'allais dire, thèmes sur l'enseignement supérieur que je propose d'explorer un peu historiquement. Le thème de l'espace, et je reparlerai là-dessus, les premiers intervenants ont parlé beaucoup de ça, c'est-à-dire on vient de parler de Bologne, du processus de Bologne, donc l'idée européenne par exemple, l'idée de globalisation, l'idée de l'université et du local, mais également l'idée bien sûr du national. Les logiques, et ça a été clair dans les deux présentations dont on a parlé, qu'on a écoutées, c'est cette logique économique, politique, culturelle, sociale, géopolitique, et comment ces logiques se sont développées au cours de l'histoire, se sont souvent opposées aussi, et j'étais intéressé par ça. L'idée de contour, je n'ai pas encore vraiment défini ce que c'est cette idée de contour, mais c'est l'idée de stratification des systèmes universitaires, et c'est cette idée de différenciation. On parle de l'université, mais il y a aussi les autres ensembles établissements d'enseignement supérieur, et c'est savoir, autour de l'expansion des systèmes d'enseignement supérieur, quelle est cette dynamique de différenciation, stratification, et ce à quoi je propose de réfléchir, peut-être, c'est l'influence sur la gouvernance et le financement des systèmes d'enseignement supérieur. Donc, ici, je définis un peu ces idées d'espace, contour, donc le global, le national, le local, j'en viens de parler. La question que je pose, c'est quel est le contexte de la gouvernance, et gouvernance locale, internationale, supranationale, nationale, et comment il peut y avoir des connexions et des tensions. C'est des mots que j'utilise beaucoup, vous verrez, à propos de ces différentes formes. L'idée de contour, c'est l'idée qu'on est dans un mouvement, comme Louis Demers s'appelait, de massification, d'expansion, mais qu'en même temps, il y a toujours le problème de la démocratisation se pose toujours au niveau de la catégorie de population qui a accès à l'enseignement supérieur, mais également dans quelles institutions, et notamment on parlait du Royaume-Uni, c'est un phénomène assez important de différenciation entre les types d'institutions. Donc on a des systèmes différenciés et unifiés, et ce serait intéressant de voir quels sont les problèmes de gouvernance en relation à ça. L'attention, la gouvernance et les logiques, c'est quelque chose aussi, une question que je voudrais poser sur à quelle logique obéissent les modes de gouvernance, on en a parlé, et comment ils sont encore en interaction avec les processus d'espace aussi. Sur la très longue période, comme je le proposais, je vous propose d'avoir quatre grandes périodes dans l'histoire de l'enseignement supérieur. Et je préfère vous le dire d'entrée, ce n'est pas une histoire d'enseignement supérieur que je vous fais en un quart d'heure, et c'est vraiment, c'est juste essayer d'avoir une espèce de chronologie pour aider à comprendre ça.
Premièrement, la création de l'université médiévale comme corporation, je vais parler un peu plus de ça en détail. Deuxièmement, c'était l'université pouvoir et savoir, avec l'intégration du politique en fait au sein de ça. La logique d'instabilité avec le 18e siècle jusqu'à la guerre de 14. Et après, je reviendrai sur le monde dans lequel on est encore. C'est le monde post-1914, donc c'est toujours de la longue durée, mais c'est cette idée de le développement de la massification, l'expansion et la crise de la massification. C'est la question que je pose, est-ce qu'on est dans une période de crise de massification? Juste pour... je suis très conscient qu'il y a eu des formes d'enseignement supérieur avant même les universités médiévales et qu'il y a d'autres formes dont je ne vais pas parler ici qui sont importantes aussi à prendre en compte. La première période dont je voulais parler, l'idée c'est vraiment de savoir revisiter un peu comment l'histoire peut nous aider peut-être à prendre en compte ces idées de logique, de contour et d'espace. Moi, je vous proposais de revenir à la création des universités médiévales en tant que corporation. Dès leur début, les universités médiévales ont été créées comme des systèmes de guildes et de corporations. Ce qui est assez important et intéressant vis-à-vis de ça, et qui nous fait réfléchir avec les logiques actuelles et les tensions qui existent entre les logiques actuelles, comme on a vu, entre logique économique, politique, etc. Dès la logique de professionnalisation, donc économique par essence, a été un des fondements aussi de la création des universités autour de la profession de médecine, légale, etc. Donc c'est quand même quelque chose d'important à prendre en compte. La dimension globale aussi, il y a pas mal de travaux qui ont été faits là-dessus, sur des gens ont même parlé à l'époque de systèmes d'enseignement supérieur européen, avec les étudiants voyageant à travers l'Europe. Ce que j'ai... Ça, c'est un peu je pense que ça communique bien avec la première communication de Ludemers. On a comme deux styles de gouvernance qui se créent dès les débuts avec ces deux universités qui se créent au XIIe siècle, l'université de Bologne et l'université de Paris. Avec d'un côté une logique de corporation d'étudiants qui se crée, qui emploie des enseignants, et les étudiants dans un sens, dans ce modèle des débuts de l'université de Bologne, prennent le contrôle de la gouvernance de l'université et même rémunèrent leurs enseignants. Donc c'est un phénomène assez important qui rappelle maintenant même des discours sur la marchandisation actuelle et consumériste qu'on trouve. Donc je trouvais ça assez intéressant de reparler à ça. L'université de Paris, au contraire, est une guilde d'enseignants qui, eux, proposent leurs services aux étudiants. Et ce qui est important, c'est que dans les deux cas, et là c'est une interaction avec la logique du local, du national, c'est que les deux corporations et les deux universités ont été créées en réaction à des conditions locales, et notamment en réaction à une hostilité locale des débuts. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant derrière. J'ai juste pris ces universités comme étant des modèles, bien sûr. C'est plutôt l'université de Paris qui a été un peu la marque de fabrique des universités qui viendront derrière. Bien sûr, les universités anglaises ont adapté le modèle d'université de Paris à travers les collèges où il y avait plus des coopératives d'étudiants et d'enseignants. La deuxième période, donc on était du 12e au 15e, et l'existence et le développement d'un phénomène qui a été appelé territorialisation, et c'est lié donc avec cette notion d'espace. Il y a à la fois une nouvelle espace, qui est l'espace, le cadre des unités territoriales féodales, donc l'université, et là c'est le point dont je voulais parler, une nouvelle mission, une nouvelle logique, en fait, rattrape l'université, c'est la logique politique à ce point de vue-là qui est locale, qui, dans le même temps, amène à cette perte de caractère supranational. C'est-à-dire l'idée d'étudiants et d'enseignants voyageant à travers l'Europe et les nations a perdu de son aura.
Il y a un maintien de la logique de la professionnalisation à l'époque, parce que les universités aussi vont s'occuper de la création de la fonction publique régionale. L'une des conséquences sur les questions de financement est une diversification des revenus des universités dans ce sens-là. Au niveau interne, vous avez les droits d'inscription, les immatriculations et certifications qui vont fournir des moyens financiers. Au niveau externe, vous avez des revenus ecclésiastiques qui accélèrent et des salaires payés par les monarques, les villes et les unités territoriales dont je vous parlais là-dedans. Donc c'est la première grande période dont je voulais parler. La deuxième, c'est l'idée de la nationalisation aux Lumières, avec une première période qui est l'arrivée de la nationalisation et de la confessionnalisation, et dans un sens, une arrivée de la logique sociale avec le développement de l'élitisme. Donc, une nouvelle logique pour l'université avec la construction des États-nations. Vous avez une forte implication dans les conflits dynastiques et religieux. Donc, c'est la logique politique qui s'affiche de plus en plus, mais à un niveau national, de ce niveau-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est, quand je dis nouvelle fonction sociale, c'est l'idée que de plus en plus l'université s'occupe des élites de ce point de vue-là, et c'est notamment Perkin qui a fait cette analyse pour l'Angleterre, mais Di Simone aussi l'a montré pour l'Europe continentale aussi. Fin 17e, 18e siècle, une nouvelle mission aussi se développe, et l'émergence des Lumières qui commence à poindre, et la réforme de l'université qui devient, comme Anderson le dit, en fait moteur d'un absolutisme éclairé. Donc c'est l'idée, en fait, et c'est à mon avis un aspect crucial de la période, de nouveaux contours pour l'enseignement supérieur. Vous avez le développement de nouvelles institutions du savoir, ou la réémergence d'institutions du savoir qui vont en fait remplir peut-être ces nouvelles missions qui avaient été oubliées au profit des logiques plus politiques à un certain moment de l'histoire. La troisième période est, parce que c'est l'âge des révolutions, comme dirait Hobsbawm, c'est la période de grosse instabilité politique et sociale qui vont avoir un effet absolument majeur sur toutes les institutions sociales et l'université, évidemment. Donc ici, j'ai juste, pour la première période, là, donc de 1789 à 1848, donné des exemples assez clés de nouveaux modèles d'université qui vont se créer, et notamment avec la Révolution française et ses aboutissants, avec l'université, et des gens comme Christine Musselin ont très bien montré, au milieu de ces processus d'instabilité politique, avec la suppression des corporations dont je parlais, qui vont amener également à changer les contours et à développer le nombre de grandes écoles en France. L'exemple du Royaume-Uni est assez important aussi, où on va dire que les nouveaux contours se basent à partir de la création de nouvelles institutions qui vont remplir une fonction sociale pour la bourgeoisie, avec ici la création par exemple du CL, Imperial College et du RAM. La seconde révolution industrielle, pour pas mal d'auteurs, c'est en fait l'affirmation de la logique socio-économique à cette période-là. Une nouvelle logique économique, mais aussi un nouvel espace où la seconde révolution industrielle est davantage technologique, et l'université ou l'enseignement supérieur dans son ensemble vont jouer un rôle assez clé dans le développement technologique et la concurrence entre nations. En même temps, vous avez un nouveau contour qui se passe, et c'est l'approfondissement de la stratification des systèmes d'enseignement supérieur. Si vous prenez l'Angleterre et la France ou l'Allemagne, c'est assez clair. Vous avez le développement des universités de recherche. Wiedemer nous a parlé de l'université de Berlin. C'est cette période-là où la fonction recherche de l'université se développe beaucoup plus. Vous avez l'apparition, et ça c'est vraiment clé, des universités civiques, notamment au Royaume-Uni,
qui sont liées aux industriels, qui amènent une autre dimension du point de vue du financement avec la philanthropie également, et qui introduisent une nouvelle forme de gouvernance qui est cette gouvernance bicamérale et qui va avoir une influence sur les autres institutions dans le futur, au Royaume-Uni, mais également dans beaucoup de contrées. Important aussi, vous avez, il faut que je me dépêche, vous avez une timide intégration de la justice sociale, la logique sociale est intégrée et va avoir un impact également sur la création de nouvelles institutions. Donc on peut penser en relation aux classes sociales avec les universités populaires au Royaume-Uni, France et Belgique, mais aussi à la justice sociale sur les gens avec la création de nouvelles institutions et aussi l'acceptation d'étudiants femmes dans les institutions. Le dernier régime, et c'est celui de l'origine et de l'expansion et de la crise de la massification, j'avais décidé pour cette période d'avoir trois périodes différentes, trois sous-périodes différentes. La première, et là c'est peut-être une des hypothèses que je voudrais aligner, c'est que la période 14-45 ou 18-45 est centrale dans le basculement des relations entre l'enseignement supérieur et la société dans son ensemble, et la question de la massification et de la gouvernance dont on parle. Premièrement, pour des raisons variées, les destructions sociales, économiques et culturelles ont renforcé la mission sociale de l'expansion de l'enseignement supérieur. Et ça, je pense que c'est un aspect clé. La réaffirmation des logiques économiques et politiques aussi des universités a été mue par la guerre, mais également par la crise économique des années 30. Et la question des inégalités et du financement public des systèmes d'enseignement supérieur est rendue plus acceptable. Et par exemple, les travaux de Piketty, une des hypothèses principales de Piketty, c'est de dire qu'il y a eu ce basculement de l'entre-deux-guerres qui a amené un changement des mentalités et par exemple une acceptation des taxes et de la dépense sociale qui aura un effet important pour ça. Donc le financement public se développe dans tous les pays et la transition va se porter sur l'idée clairement de l'enseignement supérieur comme un bien public. Et ça, c'est une idée que Demers a parlé. La période 45-73 est de ce fait absolument cruciale. Et mon hypothèse, par rapport à ce que je vous ai présenté, qui était encore une fois sur la très très longue durée, c'est que l'après-guerre de 45 à 60, et ce dont vous parlez comme l'âge d'or, c'est probablement l'alignement pour la première fois des missions sociales, économiques, politiques et géopolitiques de l'enseignement supérieur. Avec cette idée, un ensemble d'arguments qui en fait se rencontrent comme l'État-providence, l'économie de la connaissance, mais aussi des arguments géopolitiques tels la guerre froide, qui tous ensemble alignés, ont amené à cette considération d'enseignement supérieur comme un bien public ou collectif. Les contours avec ce qui est très important, c'est que donc cette idée, ce développement de l'analyse d'un développement fordiste après 1945, où l'enseignement supérieur est considéré comme un agent de transformation sociale et de développement économique, a amené en fait à la massification dans les années 60 et aussi une diversification. Et c'est très important de voir comme les années 60, à travers le rapport Robbins au Royaume-Uni, qui est quand même un rapport emblématique, qui est très lié à celui de Beveridge. Au Québec, la commission Parent et par exemple le California Master Plan for Higher Education, c'est très intéressant de les voir arriver exactement à la même période et avec ces inspirations qui auraient une tendance à cet alignement des missions sociales et économiques. Et cette idée justement de changer les contours à partir d'une expansion mais aussi une diversification des systèmes. Donc on a la création de nouvelles institutions publiques avec des groupes gouvernants spécifiques. Ce qui est intéressant par exemple dans le cas du Royaume-Uni, c'est que la corporate management dont vous parliez a été appliquée en premier par les universités qui étaient les polytechniques, qui a été en fait développé par les collectivités locales et que ça a inspiré le développement dans d'autres universités à partir de là, quand la décision en fait de contrôler les financements a été prise.
L'espace est de plus en plus national en même temps sur cette période jusqu'aux années 73, ce qui est important, parce que c'est basé sur la construction de l'État-providence. Je vais vraiment finir pour ça. Avant d'arriver à la période 1973, qui est pour moi un tournant, et vous l'avez mentionné également, c'est là où il y a un tournant, et un tournant de financement. Mon discours ici, et je tiens à le dire, bien que je sois un économiste et assez critique, l'idée, pour moi, c'est pas que le financement drive mène tout, mais 1973 est un tournant en termes de politique concernant la dépense publique, l'impôt, qui va avoir des répercussions assez importantes là-dessus. Je voulais juste vous montrer ces trois graphes, et j'ai vu récemment des travaux qui ont été faits sur le Québec qui semblent, j'étais assez vraiment surpris de voir les correspondances et les similarités avec. Vous avez, alors là, vraiment le vrai pays révolutionnaire ici, c'est le Royaume-Uni, où cette courbe-là, c'est le pourcentage des revenus des universités britanniques publiques. Donc, le revenu public, le pourcentage des revenus publics des revenus britanniques de source publique. Okay, donc on monte jusqu'à 90% en 1973, et on est... mais les derniers chiffres que j'ai réussi à avoir, c'est 2012-2013, donc après les fortes augmentations des frais d'inscription. Vous avez une forte transformation. Le cas français va dans la même direction, beaucoup plus faible, mais comme on a vu avec la présentation précédente, il y a du mouvement qui est en train de se passer. Les États-Unis, c'est pas en public-privé, mais c'est la notion État et le fédéral également. Mais c'est juste pour vous donner une vision qu'il y a une transformation des structures de financement qui est absolument énorme à l'époque. Une des hypothèses que moi je fais, c'est que cette structure n'est pas en fait forcément un remplacement ou comme ça a été vendu, des revenus additionnels, mais ça peut être lié à de la substitution. Et beaucoup de politiques en termes de partage des coûts sont en fait transformées en transferts, ce qui pose un problème assez délicat. Et ces fluctuations par étudiant, donc c'est la dépense par étudiant des trois pays, qui montre en fait que ce dont on vient de parler, ce dont je viens de parler, des logiques, des espaces et des contours, toutes ces missions que l'université doit remplir sont en fait confrontées à des variations de ressources par étudiant qui sont absolument formidables, et ce qui pose des problèmes assez importants. Donc, je pense que je vais m'arrêter là, parce que l'analyse de la période 1973, c'est le désalignement des logiques. Je n'ai pas trouvé de meilleurs mots. Il y a sûrement des meilleurs mots, aidez-moi, s'il vous plaît. Donc, qui pose un gros problème de ce point de vue-là. Une substitution publique-privée du financement qui, en fait, nous amène à des problèmes de savoir où est la gouvernance mondiale dont vous n'y êtes pas pensé. Il y a une gouvernance mondiale globale dans l'enseignement supérieur qui existe en ce moment, ça s'appelle le GATS, mais qui est un marché, mais on n'a pas encore de gouvernance, j'allais dire, globale des politiques d'équité ou des politiques de qualité dans l'enseignement supérieur. Et c'est la question que je pose en bas. La deuxième question, c'est la déconnexion entre les logiques et dominance de la dimension économique et financière, et la question du contour et des organisations du système d'enseignement supérieur, c'est la question des inégalités aussi de la société, et comment elle les reproduit, ou elle peut en fait peut-être les minimiser. Je vais m'arrêter là. Martin, je peux y aller tout de suite. Martin Maltais, Université du Québec à Rimouski. Merci énormément pour cette très, très agréable et intéressante présentation. J'aimerais revenir juste sur 2-3 diapos derrière, si vous permettez. Celle-là. Celle-là des États-Unis, en fait, c'est celle-là des États-Unis qui m'interpelle le plus. Là. Je voulais juste être sûr de bien comprendre, là, puis qu'on suive tous. J'ai la ligne État puis fédéral. Là. Ça veut dire qu'il y a une part importante du fédéral. Est-ce qu'on a une courbe avec la sommation des deux?
Parce que j'avais l'impression que ce que tu laissais entendre, c'est quand on faisait le total du financement de l'État puis celui du fédéral, ça suivait une courbe qui était plus stable. Oui. Mais, ouais, en fait, l'une des raisons aussi, c'est parce que comme c'est des pourcentages, la variation, puisque la principale source, en fait, voilà, ce qui est frappant, c'est ça, je pense, à mon avis. Puisque la source du fédéral va être relativement moins importante. Enfin, moins importante que l'autre. Ouais. OK, merci. Oui, une dernière ici, avant qu'on se remette en prendre du retard. Je suis désolé. Je trouvais ça intéressant quand vous parliez des différentes conceptions de gouvernance, entre guillemets, qui ont existé. Puis, par exemple, la guilde d'étudiants contre la guilde, mais pas contre, mais les conceptions guilde d'étudiants, guilde d'enseignants. Puis, contre. OK, on va le dire concrètement, on va le dire. OK, contre. Mais justement, ça me fait penser à... Il y a un étudiant en histoire ici qui a fait de la recherche sur le mouvement étudiant lucamien, puis qui nous rapportait qu'à la naissance de l'UQAM en 1969, au département de philosophie, il y avait eu... dans le fond, il avait pris des profs de philosophie d'un séminaire plutôt, mettons, catho, profs de scolastique. Puis les étudiants et étudiantes qui étaient là, à l'époque, la gouvernance, comment ça se fonctionnait, c'était par le module et c'était co-géré étudiants-étudiantes avec les professeurs. Puis les étudiants et les étudiantes se sont ligués avec un ou deux professeurs, en tout cas quelques professeurs de l'autre bord, et ont décidé qu'ils viraient tous les profs de type, mettons, scolastique, plutôt orientés vers la philosophie chrétienne, pour embaucher des profs marxistes et révolutionnaires. Fait que, puis c'est d'ailleurs, je regarde notre camarade du SPUC, et c'est ainsi que le SPUC est né. Où est-ce que, en tout cas, c'est ce qu'on nous rapporte là, où est-ce que, oui, bonjour. C'est ça. Où est-ce que les profs ont dit, il est hors de question que ça fonctionne comme ça. Bonjour Michel. Et que les profs ont dit non, ça se peut pas, on va se constituer en syndicat et le modèle de gouvernance a complètement changé. Et d'ailleurs aussi, on voit à l'UQAM ici, il y a encore l'idée de négocier les ententes d'évaluation, mais qui s'est beaucoup amenuisée à travers les années, où est-ce qu'au début, c'était négociation de tout le contenu du cours, des évaluations de tout. Aujourd'hui, maintenant, c'est on peut négocier les évaluations, mais c'est un peu des négociations... je trouve, personnellement, là, c'est ma petite opinion un peu futile, là, c'est comme évaluation, un qui compte pour 50%, l'autre pour 40%, puis là, on peut c'est plus facile, plus difficile, machin. En fait, jamais plus difficile, là, pour être franc, mais fait que voilà, je trouvais ça intéressant de comme tout ça, là. En fait, moi, je proposais ça comme des modèles. Enfin, ce que j'ai trouvé intéressant, encore une fois, les trois premières, j'avoue que c'était très, très dense, et probablement, je suis allé vraiment très vite. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est de voir l'histoire comme changement et continuité. Je ne crois pas que l'histoire se répète, etc. C'était juste pour montrer que des questions de ce style se sont posées et qu'elles peuvent même être ça peut même être très mal utilisé en disant Bologne, c'est le modèle du marché, l'étudiant décide et les profs, et Paris, c'est le modèle très bureaucratique, administratif. Par contre, ce n'est pas impossible qu'il y ait un peu... que ça explique certaines évolutions historiques qui sont passées après. Moi, par exemple, ce que je pense, c'est pour ça que je voulais parler de cette idée de connexion et tension entre les logiques et l'espace, etc., c'est que ce qui est crucial, c'est ce passage probablement, dont vous avez parlé, du bien public à privé. Et on est en ce moment probablement dans l'enseignement supérieur étant un bien semi-public, et dans certains pays, on est déjà dans le semi-privé, dans d'autres, dans le privé, mais il y a un intérêt qui est important vis-à-vis de la relation étudiant-enseignant, c'est la coproduction. La question, est-ce qu'on peut être toujours dans une idée de coproduction, comme ce qu'est l'échange et l'activité d'enseignement et d'apprenance en même temps. Donc c'est la question de savoir, est-ce qu'il peut y avoir une... il y a des travaux très intéressants que vous pouvez aller voir, de gens, par exemple, au Royaume-Uni, qui ont travaillé sur des universités coopératives, par exemple. Et cette idée, est-ce qu'il y a cet espace de bien collectif qui pourrait être assez intéressant